Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, nouvel épisode du débrief, la nouvelle mouture du débrief version 2025-2026, le débrief qui a évolué, vous l'avez vu la semaine dernière, c'est un débrief qu'on vous propose maintenant avec des invités, avec un peu plus d'échanges, un peu plus de débats, un débrief qui ne pourra pas exister néanmoins et qui ne pourra pas perdurer, eh bien si on ne peut pas compter sur votre apport. Alors évidemment sur YouTube, n'hésitez pas à nous donner un petit like, à vous inscrire, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Il y en aura quelques-unes, il n'y aura pas que le débrief. D'ailleurs, vous avez dû voir aussi le résumé du match des U19 nationaux entre le SM Caen et le Havre. Bref, il y aura beaucoup de choses toute la saison sur Foot Normand, mais évidemment, le cœur de notre production éditoriale et audiovisuelle, c'est le débrief. Nos invités du jour pour ce deuxième épisode, Thomas Bèze est toujours présent au rendez-vous. Salut Thomas, comment ça va? Salut à tous, ça va nickel, nickel et vous? Bah, ça va pas mal, hein. Draman Dillin, l'entraîneur du CMS Wassel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Draman, ça va? Bonjour, ça va, ça va. Et évidemment, un petit nouveau, une recrue estivale du côté de l'AF Virois, un certain Dorian Charlier, un joueur qu'on va apprendre à découvrir tout au long de la saison évidemment. Je plaisante, le retour de Dorian Charlier dans le débrief. Salut Dorian. Salut, bonjour à tous. Messieurs, on a un programme assez chargé à ceci près, Thomas, qu'on va quand même le préciser, un programme amputé d'une rencontre. Une rencontre, en effet, le SE Div Cabourg, match reporté, un problème de vol pour les joueurs corses. Le Sporting Club de Bastia, la réserve du Sporting Club de Bastia devait faire le déplacement, mais impossibilité de voler, donc le match est reporté à une date ultérieure. On va commencer par la partie National 2. Draman, Dorian, je sais que vous êtes des acteurs du championnat de N3, mais écoutez, on compte aussi sur votre éclairage pour commenter avec nous les images qui vont suivre. Le National 2, on va le commencer allez, tout de suite par les mauvaises nouvelles. Ça a été un week-end mi-figue, mi-raisin avec 2 défaites et 1 victoire. On va commencer malheureusement par les 2 défaites. Thomas, ça commence par Saint-Privé contre Dieppe, une équipe de Saint-Privé qui venait de mettre 3-0 à Beauvais, une équipe diepoise qui passait un test. Exactement, c'était un test. On l'avait dit lors de l'épisode 0, fallait gagner le premier match, certes, mais les suivants, et on voit bien que le début de saison est un peu compliqué pour les Diepois. Et les Diepois qui vont prendre un but à la 60e minute. Alors là, je me tourne vers Dorian, un spécialiste des frappes. Là, il le prend bien, hein. Elle est belle, elle est croisée, il peut rien faire. C'est un beau but. Ouais, c'est un beau but. Les joueurs de Saint-Privé qui vont être tranchants. Et là, c'est un truc dont on parlait hors micro. C'est un petit peu ce qu'il ne faut surtout pas manquer, se déconcentrer. Parce que là, on est sur une touche, hein. Messieurs, tout simplement. La touche qui va servir le buteur, Alexandre Lefebvre, il peut rien. Draman, c'est le genre de but, je pense, quand on est coach, c'est pas évident à voir. Et c'est les buts qui sont énervants. En plus, c'est juste devant le banc. Je voyais qu'Awar Mendes gagnait le duel, donc du coup, un joueur que j'ai connu. Donc c'est très énervant. Très, très énervant. Et Dieppe qui va pas y être hein, sur la fin de ce match. En l'espace de 19 minutes, ils prennent 3 buts. Face à une équipe, hein, vous le verrez tout à l'heure, qui devient le leader du championnat. Il y aura bien une petite réaction en fin de partie. Mais Dieppe qui va bel et bien s'incliner 3-0. C'est lourd, mais c'est l'apprentissage du N2 qui continue. On y revient dans quelques instants, hein, messieurs. On a un autre match à vous montrer. Là, il n'y a pas d'apprentissage pour l'US Avranches de Cédric Angebar, qui a réussi un début de saison intéressant. Mais vous allez le voir avec Thomas, l'US Avranches, qui n'a pas réussi à gérer les temps forts et surtout qui s'est compliqué la tâche. Exactement, on l'a vu, hein, première occasion par Cissé. On se fait une première frayeur avec cette mauvaise relance, la frappe qui passe à quelques centimètres. On est en première période, c'est une première grosse alerte. Et dès le retour des vestiaires, Anthony Beuve qui sort de sa surface, veut relancer. On l'imagine, hein, gagner de l'espace. Il y a cette mauvaise relance, il y a cette frappe, ce trou et c'est l'ouverture du score. C'est malheureux, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on veut jouer haut avec son gardien. Quelques minutes plus tard, nouvelle offensive. La sortie est un petit peu hasardeuse, mais on s'en sort avec un bel arrêt cette fois. Le retourné est tenté, il y a une main, l'arbitre laisse jouer, la frappe est repoussée par la barre, on revient sur la main, le penalty est désigné et penalty qui sera transformé à la 68e minute de jeu, le break qui est fait.
C'est dur pour les Avranchinais parce qu'on a l'impression qu'ils ont un peu donné cette victoire. Beaucoup d'imprécisions dans ce match, comme à l'image de cette dernière action où le corner est mal exécuté. On en restera là, donc défaite 2-0 pour Avranches. Ouais, défaite 2-0, effectivement, un peu frustrante parce qu'on a vu les Avranchinais qui ont eu l'occasion d'ouvrir la marque. Donc, défaite pour Dieppe, défaite pour Avranches. Dieppe promu, messieurs, je ne sais pas qui veut se lancer dessus, mais il y a eu la première victoire à Blois, mais on imagine qu'il va y avoir un apprentissage. Dorian, peut-être, toi, tu l'as connu cet apprentissage du N2 quand tu l'as découvert avec Viry. Il y a forcément une petite phase d'adaptation. Oui, oui, souvent le premier match, on est dans l'euphorie de la saison dernière, ce qui s'est un peu passé avec nous quand on bat Beauvais à domicile. Et ensuite c'est l'apprentissage du niveau il y a une marche, une grosse marche supérieure au N3, donc ils vont apprendre, mais je me fais pas de soucis pour eux parce qu'ils ont un bel effectif et un bon coach, donc il y aura pas de soucis pour eux, je pense. Ouais, Draman, toi, tu les as rencontrés en avant-saison. Vous aviez gagné, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle t'avait laissé quoi cette impression cette impression de l'équipe de Djilali là? Bah, nous, on avait joué l'équipe première bis de Dieppe, donc ils avaient gardé un peu leur titulaire pour le match contre Rouen qui était quelques jours après. Non, c'est l'apprentissage. Après, à Saint-Privé, c'est très difficile. Aujourd'hui, tu perds 3-0, tu perds 1-0, voilà, ils ont pris un but aussi sur un détail. C'est l'apprentissage. Après, là, c'est juste que je vois la différence entre le match de Dieppe et celui d'Avranches. C'est qu'on voit Avranches à l'extérieur, à Saumur, qui est dans la moitié de terrain adverse. Le gardien qui veut relancer très haut parce qu'ils ont des ambitions dans le jeu, parce qu'ils dominent quasiment tous leurs adversaires. Donc, cette défaite-là, c'est pas la même chose. Avranches, ils vont gagner pas mal de matchs parce qu'ils ont des certitudes dans le jeu et puis ils ont envie d'aller là-haut. Dieppe, ça sera un peu plus difficile. Ils vont jouer le maintien. Ils ont leur public chez eux qui va les soutenir. Ils vont aller accrocher des matchs au courage. Il y a de l'expérience aussi. Il y a des mecs, des besogneux dans cette équipe. Donc, je me fais pas trop de soucis pour l'un. Et puis, j'ai hâte de voir aussi ce que va produire Avranches pour l'autre parce qu'ils ont une belle équipe sur le papier. Il y a des promesses de jeu et c'est intéressant à voir. Ouais, en tout cas, un rappel à l'ordre rapide dans cette saison pour l'US Avranches qui tombe après 3 journées. Saumur, qui était l'adversaire d'Avranches, qui était une équipe en sursis, qui réussit à accrocher les Avranchinais et donc à lancer sa saison. En parlant d'équipe qui était en sursis il y a quelques semaines, ben, c'est notre prochaine équipe qu'on va suivre. C'est l'US Granville qui, ce week-end, recevait Locminé quelques jours après avoir été gagné à Bordeaux, mon cher Thomas. Exactement, on l'a dit, hein, quelle histoire pour les Granvillais. Un déplacement, enfin une réception assez compliquée. Locminé, c'est pas forcément facile à aborder. On voit les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Il y a des occasions de part et d'autre. Locminé, bien sûr, en vert, là sur ces images avec cette frappe de l'extérieur de la surface. On a beaucoup de mal à se dégager, mais il y a cet homme, Yves Djedje, qu'on a déjà repéré à Bordeaux, qui était passeur décisif sur son côté gauche. Je pense qu'il va faire mal cette saison. On le voit de très bonne qualité de percussion et de centre, mais on n'arrive toujours pas à déverrouiller cette défense. On Très a grosse occasion là, bien oui. essayé de profiter aussi des erreurs défensives, mais voilà, il manque toujours quelque chose. Locminé qui a aussi des grosses occasions, donc vraiment un match équilibré, beaucoup d'occasions de part et d'autre, sur coup de pied arrêté également. C'est un but Donc refusé, voilà. ça, on est d'accord, hein? Alors on ne voit pas très bien sur la VO, mais je crois que c'est juste à côté et ça C'est rebondit en juste à fait côté. avec. C'est ça. Et Parce que là, là, il faut Locminé, ils ont l'arrêt beaucoup aussi. d'occasions, hein. Oui, bel arrêt. Et là, dans les dernières minutes, il y a Yves Djedje qui voilà, ne tremble pas. Comme dirait Kylian Mbappé, il ne va pas la chercher. Quand c'est placé pleine lucarne comme ça, à la 90e minute, donc un penalty et la victoire pour Granville qui engrange 7 points déjà dans ce début de championnat. On n'aura pas flanché jusqu'à la fin de cette partie. Et donc voilà, des valeureux Grandvillais qui vont remporter cette victoire. Ouais, une victoire, la deuxième de suite qui fait plaisir pour des grands Villers. Ma foi, messieurs,
surprenant parce que il y a encore quelques semaines de cela, ils étaient promis au National 3 et puis ils se sont fait repêcher administrativement. Surprenant, non? Enfin, Dorian, je sais pas, toi, quand tu analyses ce qu'ils vivent là, tu te dis, alors Thomas en a parlé, ils ont 7 points, ça je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure hors micro, 7 points, c'est le total de l'équipe l'année dernière au 8 novembre. Là, on est fin août, ils ont déjà ce bilan. Ah ouais, c'est dingue, d'autant plus qu'ils ont appris assez tard qu'ils étaient maintenus en N2. Donc quoi, d'une saison à une autre, c'est différent et surtout ils ont enregistré pas mal de départs, pas mal d'arrivées cet été. C'était un bouleversement, et surtout de le savoir aussi tard pour préparer une saison, c'est jamais simple. Mais comme quoi, dans le foot, on n'est jamais sûr de rien. Ouais, et puis 0 but encaissé en 3 matchs, ça c'est louable. Draman, toi, tu as des explications dans ta position de coach. C'est comment on peut expliquer des choses comme ça? Des explications rationnelles, non, on les a pas. C'est quand on a l'opportunité d'avoir une deuxième chance, et ben du coup, les joueurs ils se disent voilà, on était prévu en N3, finalement on est en N2. Voilà, deux arrivées, trois arrivées depuis qu'ils le savent, et puis la dynamique s'enclenche, puis le groupe vit, et puis les, uns, les, les, les événements sur le terrain donnent raison, et puis la dynamique elle est partie. Et ce club de Granville à Louis Dior, voilà, il y a un engouement, c'est une ville aussi de football, donc voilà, ça fait partie de la beauté du football et j'espère qu'ils vont pouvoir en gagner encore beaucoup parce que Mathias, un joueur le coach avec qui j'ai joué, bah, je lui souhaite le meilleur et puis voilà, on espère qu'il soit cette année plutôt dans le haut de tableau que dans le bas. Ouais, Mathias Jouan qui réussit de beaux débuts. Alors, on a recueilli votre avis, on a eu l'analyse de Thomas sur le match. Bah, il y a une autre analyse que nous a recueilli Mathieu Billot ce week-end à Louis Dior. Je vous propose de l'écouter, hein. C'est celle du héros, non pas que de ce match-là, mais comme l'a dit Thomas, allez, aussi du déplacement à Bordeaux. C'est Yves Ouais. Djedje. En fait, au moment de prendre la balle, je suis concentration max, je me vide la tête et je pense juste à mettre la balle au fond et soulager mon équipe. Et j'ai pas tremblé, je l'ai mis à contre-pied dans la lucarne. Ça fait du bien, ça donne énormément de confiance, ça prouve qu'on a un groupe qui travaille, on est tous soudés, on tire tous dans le même sens et ça se ressent sur le terrain. 3 matchs, 0 but encaissé, peu d'occasions, on a concédé très peu d'occasions et on arrive à se procurer aussi énormément d'occasions et marquer des buts. Et ça, le plus important, c'est de procurer le plus d'occasions possible et marquer des buts et d'en concéder moins. Moi, je dirais qu'on est sur la continuité de la deuxième partie de saison, où on prend, je crois, si je ne me trompe pas, 24 points sur la deuxième partie de saison. Donc je pense qu'on est sur cette continuité-là pour les anciens et pour les nouveaux qui sont venus, qui sont directement entrés dedans, qui, Anto l'a dit, la mayonnaise a vite pris. Donc les nouveaux sont vite mis dans le mood et on le ressent aujourd'hui. Et le bilan donc de ce week-end en National 2, victoire de Granville, défaite d'Avranches, quelques résultats importants évidemment, c'est la première victoire des Girondins de Bordeaux après avoir manqué justement les 3 points contre ces deux adversaires. Normalement le classement pour l'instant c'est Angoulême qui fait la course en tête aux côtés du surprenant Stade Poitvin qui était un petit peu comme Saumur et Granville, sûr de rien. Angoulême qui est entraîné, je le rappelle, par David Giguel, hein, l'ancien entraîneur du FC Rouen. L'US Granville 5e, 7 points sur 9 possibles, ça c'est magnifique, excellent départ. Donc pour les Granvillais, l'US Avranches, pas de panique, hein, 4 points après 3 journées, ça reste correct. Les Avranchinais qui vont devoir se relever lors de la prochaine journée contre Saint-Malo. On voit dans la zone de relégation, c'est encore anecdotique, la réserve de Lorient, Châteaubriand, Dinan-Léon. Rendez-vous donc pour Avranches contre Saint-Malo, ce sera vendredi prochain. Notez-le bien, 19h30 au stade René Fenouillère. Granville qui ira rendre visite à Châteaubriand, une équipe en difficulté qui pourrait aussi lâcher de nouveaux points. On prend en tout cas en tant que Normand, week-end à oublier pour le FC Dieppe contre Saint-Privé-Saint-Hilaire. Un week-end marqué par la prise de pouvoir de Saint-Privé-Saint-Hilaire, un week-end où on a aussi assisté à la première défaite de la saison d'une équipe de Bourges qui est présentée comme l'un des favoris. Donc Saint-Privé-Saint-Hilaire, leader du championnat après 3 journées. Donc Dieppe finalement, messieurs, qui tombe contre le leader. On va essayer de se rassurer comme on peut. Dieppe qui n'apparaît évidemment plus dans la première moitié du tableau, mais c'est très serré et vous allez le voir, on le disait déjà la semaine dernière, beaucoup d'équipes avaient enclenché la machine à victoire après 2 journées, elles sont
sont désormais 14 sur 16 à avoir déjà gagné un match dans ce championnat. Après 3 journées, c'est énorme. Il n'y a que Chantilly et Blois qui, pour l'instant, font un petit peu la grimace. Les Diepois auront l'occasion, dès le week-end prochain, au stade Jean Dasnias, eh bien, de relancer la machine, comme tu le disais tout à l'heure, Draman, devant leur public. Ce sera face à Épinal et ben, ça pourrait tout changer. Voilà pour la partie National 2. Rien de plus à ajouter, hein, mon cher Thomas. Je pense qu'on peut se tourner vers la partie N3. On a 2 invités 100% N3, donc vous pouvez être sûr qu'on a énormément de choses à se dire. Et la partie N3, eh ben on va la commencer avec l'AF Virois de Dorian Charlier. Donc là, je compte sur toi évidemment, Dorian, pour nous apporter tes éclairages sur cette partie, nous aider à commenter ce match que vous avez plutôt bien commencé, hein, on le voit là. Hein. Ouais, on a fait un bon début de match, une belle première mi-temps. On s'est procuré pas mal de situations. On a eu la maîtrise du ballon et du jeu. Il a manqué la petite dernière touche, le petit dernier geste, la justesse technique. Ouais, parce que là, ça tente, hein, ça tente dans tous les sens avec Benjamin Guillaumard, notamment, on en reparle. Et puis, et, malheureusement, et on peut se faire peur dans les 5 dernières minutes parce que bah, dans le foot, quand on marque pas ce but, bah, on peut se faire peur et on se fait peur dans les 5 dernières minutes où ils ont 2, 3 situations assez chaudes. Et, mais c'est vous dommage en de avez une pas, aussi là. ouais, c'est dommage de pas mener au score à la mi-temps. Ouais, et justement, on va arriver en deuxième période. Là, c'est toi qui es au coup franc, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, on passe pas très loin et au final, on prend ce but dans la foulée Ouais, qui a eu le mérite de conditions nous, compliquées, non? qui a eu le mérite de nous réveiller après, par contre. Ouais, ouais, là, on a effectivement peut-être une petite faute de main de Louis. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, la balle, elle arrive vite, il avait plus, c'est pas Ouais, il évident, avait ça va plus, c'est vite. ça. En tout cas, derrière, il y a l'égalisation de Benjamin Guillaumard. On en reparlera, mais Benjamin, c'est le nouvel attaquant de la Virois qui s'est très vite intégré. Hein. Ouais, ouais, très rapidement. Là, il égalise, il a eu pas mal d'occasions et ça va continuer. Une fois que vous avez pris ce premier but, vous allez réagir. Il y a cet arrêt du gardien adverse et c'est pas terminé pour vous. Guillaumard qui signe le doublé quasiment instantanément après son premier but. Ouais, ouais, c'est sur l'engagement, on récupère le ballon et 30 secondes après, on arrive à repasser devant. Donc, c'est vrai qu'en l'espace de 2 minutes, on passe de 1-0 à 2-1. Donc, c'est sûr que ça fait du bien. Et vous allez tenir jusqu'au bout. Condition pas facile. Hein. On commence à se rendre compte là sur les images que c'était assez couvert sur le bocage virois. Victoire 2-1 donc de l'AF Virois ce week-end contre la réserve de l'En Avant Guingamp. Vous êtes la seule équipe pour l'instant en Normandie et dans votre groupe de N3 à avoir fait le 2 sur 2. On sait que ton coach Tony Théo espérait que vous alliez réaliser un meilleur démarrage que l'année dernière. Alors on rappelle que l'année dernière tu n'étais pas à Vire, mais c'est chose réussie pour l'instant. Tout va bien à Vire. Oui, oui, tout va bien. Après, c'est que le début, on est qu'à 2 matchs de jouer. Il en reste 24, donc on va pas s'enflammer. À noter aussi qu'on a reçu 2 fois à domicile. Donc pour l'instant, on continue de travailler tranquillement et sereinement. Donc c'est plus facile de travailler quand on gagne. Donc on va continuer à faire ce qu'on fait depuis le début et on se prend pas pour d'autres en tout cas. Il y a quand même un dénominateur commun là dans votre début de saison. Je sais exactement ce que je vais te demander, c'est que vous prenez le premier but à chaque fois et vous réagissez. Donc on préfère voir le verre à moitié plein, j'imagine, dans ces cas-là. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai déjà pu dire auparavant. Je préfère voir le côté positif, à savoir qu'on réagit et qu'on arrive à renverser la situation. Même si on sait très bien que dans le foot, au bout d'un moment, ça va pas pouvoir le faire. Donc, on va essayer de régler 2, 3 détails, mais pour l'instant, je préfère voir le positif et voir qu'on renverse la situation et qu'on ne coule pas après avoir pris un but. Un petit mot sur Benjamin Guillaumard, qui est un peu l'homme providentiel dans ce début de saison, puisqu'il marque aussi un super but en première journée. Il est déjà à 3 buts avec vous. C'est quoi comme type d'attaquant, toi qui est placé juste derrière pour le servir? C'est un attaquant qu'on a envie d'avoir avec lui et pas contre lui, euh, parce que c'est quelqu'un qui compte pas ses efforts, qui court du début à la fin du match, qui est toujours en mouvement, toujours à faire des appels. Et
Et il a cette capacité à bien finir les actions. Donc, c'est une belle opportunité de pouvoir jouer avec lui. Ouais, en Alors, tout cas, pour l'instant, il a bien réussi son entame. Dorian, t'étais pas là la saison dernière, on le sait, mais la saison dernière, il y avait Matteo Mendy qui marquait énormément de buts, mais on voit bien que c'est quand même deux profils d'attaquants différents. Est-ce que ça a changé le jeu virois au final? Changer le jeu, je pense pas. Faudra peut-être demander au coach. C'est sûr qu'après, on s'adapte au profil avec lesquels on avait le profil de Matteo l'année dernière et là celui de Ben. Donc forcément, il y a des automatismes qui sont différents. Peut-être aussi le système qui est pas pareil que l'année dernière. Il y a pas mal de choses à modifier quand on change de joueur. Donc pour l'instant, ça fonctionne et pourvu que ça dure. En tout cas, Pourvu que ça dure pour les Virois. je crois qu'en stats, les deux ont fini enfin co-meilleur buteur du coup la saison dernière, donc Il me semble qu'ils C'est étaient on ça. n'y tous les perd pas deux au à change. 17, ouais. Il me Ouais, semble c'est qu'ils ça. étaient tous les deux à 17 buts. Donc, Ouais, donc c'est non, ça, non, c'est ça. En tout pourvu que cas, ça dure, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. tout à fait. Eh bien, écoutez, messieurs, ce que je vous propose maintenant qu'on a vu le match de Vire, c'est de voir un petit peu comme ce qu'on a fait la semaine dernière, un peu à l'ancienne, les résumés de deux matchs qui ont été très importants ce week-end. Les matchs du Havre Cocrioville contre Saint-Ouen-l'Aumône et vous allez voir de l'US Alençon à domicile contre la réserve du Stade Lavallois. Il valait mieux s'accrocher à son. Après une première journée intéressante et encourageante face à la réserve du FC Versailles, il faut attendre la deuxième période face à Saint-Ouen-l'Aumône pour voir le match complètement basculer. À la 50e minute de jeu, c'est Yacine Bousnina qui ouvre le score suite à ce corner. Mais la réaction du Havre Cocrioville ne va pas tarder puisque nous jouons la 53e minute de jeu. Il y a ce ballon parfaitement délivré pour Mamadou Niang qui égalise. La reprise est parfaite et vient lober le gardien de Saint-Ouen. Avec un nom pareil, évidemment qu'on est à droite devant le but. 58e minute de jeu, c'est Mouadi Thioubou qui vient redonner l'avantage à Cocrioville dans cette partie. Et en quelques minutes, les locaux qui ont complètement changé la donne. Il va y avoir un premier tournant avec ce tacle dans la surface de réparation. C'est l'expulsion du joueur de Saint-Ouen. Carton rouge, penalty repoussé par Thomas Rézé. Et deuxième tournant dans cette rencontre avec Amadouba qui rentre dans la surface de réparation. Il y a un contact avec le gardien, faute sifflée par monsieur l'arbitre. Et c'est le carton rouge là aussi qui est sorti. Les deux équipes sont à 10. Nous jouons les dernières minutes de la rencontre quand Noah Bassong, alors rentré en jeu il y a quelques minutes, est coupable d'une faute. C'est là aussi une expulsion, la troisième dans ce match. Yannis Zeroudi se charge du coup franc et l'exécute parfaitement pour faire le break. 3-1 pour le Havre Cocrioville qui tient alors sa première victoire de la saison. Une rencontre haute en couleur donc où le Havre Cocrioville a terminé à 10-9. Une semaine après avoir ramené un point du match nul à 10-11 de la réserve du Stade Brestois, les joueurs d'Alençon ont retrouvé leur stade Jacques Foul face à une autre réserve, celle du Stade Lavallois en orange, et ça commence mal pour Arthur Duval, le nouveau gardien d'Alençon et ses partenaires. Le portier a beau sortir, Ethan Clavreul est le plus prompt pour glisser le ballon au fond des filets. 9e minute et voilà les Alençonnais déjà menés au score. Vous allez voir, ce match va être complètement fou et les supporters vont passer par toutes sortes d'émotions. Il y a de la joie après cette ouverture du score de Laval. Superbe mouvement du côté alençonnais. Le centre, Hakim El Amdaoui qui sent bien dans son dos l'arrivée de Sabri Toufiki pour l'égalisation 4 minutes après le but lavallois. Revoilà déjà les Ornais à réaction à flot. Et évidemment, on se dit qu'à ce moment-là, tout est possible dans ce match. Je vais voir que tout sera possible, notamment le deuxième but lavallois sur pénalty à la 37e minute. Arthur Duval est pris à contre-pied. Voici le bijou de la partie, certainement le contrôle de la poitrine d'Elias Douafirou, le lob superbement senti à l'heure de jeu grâce à ce chef-d'œuvre du joueur alençonnais. Alençon revient, on ne se lasse pas de le revoir, un lob parfaitement touché de partout, mais les Lavallois sont venus en mission dans l'Orne. Ils attaquent
de front. Il y a des récupérations et un petit peu de chance peut-être sur ce coup-là, mais c'est bien l'attaquant Aymeric Foran qui est plus rapide que la défense alençonnaise à la 87e minute. Les Tangos qui reprennent l'avantage 3-2 et accrochez-vous, ce n'est pas fini puisqu'Alençon a à son tour un penalty. Il avait frappé la barre transversale sur coup franc et Hakim El Hamdaoui s'exécute. Superbe Panenka, superbe sang-froid à la 92e minute pour ramener son camp à hauteur. Les Verts et Noirs vont, semble-t-il, décrocher un deuxième point dans ce début de championnat. Malheureusement, la fin sera extrêmement cruelle pour les joueurs de Vincent Legnaud. Le dernier corner qui va faire mouche et Alessio Baudouin au bout du bout qui permet à la réserve de Laval de s'imposer sur le score sensationnel de 4-3. Il va falloir se relever du côté des Alençonnais qui ont pris forcément un petit coup derrière la tête et qui comptent donc un point après 2 journées dans ce championnat de National 3. Petite pluie de buts à observer tous ensemble là. Draman, la première victoire de Cocrioville. Je pense qu'elle fait plaisir. C'est un adversaire que tu auras, mais voilà, l'équipe nous avait laissé vraiment une très belle impression à Thomas et à moi la semaine dernière. Ça a l'air d'être une équipe qui la joue offensive. Ils sont récompensés. Oui, ça, de toute façon, moi je connais quand même pas mal de joueurs de Cocrioville. J'habite en plus Sauvage, j'y suis à l'heure actuelle. Ils ont du talent. Ils ont du talent. Yanis Zegoudi qui est parti. Ils ont 5 anciens Océliens avec Ibé, avec le petit Abdalawi derrière, le Steve Mendy devant. Ils ont recruté des joueurs qui arrivent du niveau du dessus. Il y a un engouement. C'est un grand quartier au Havre. Tout est réuni pour qu'ils puissent faire une bonne saison parce qu'ils ont du talent. Après. Voilà, je ne vais pas vous révéler mes plans tactiques pour quand on va les jouer, mais voilà, je leur souhaite évidemment le meilleur. Ouais, évidemment le meilleur. Un petit mot sur Alençon, c'est pour Dorian, là ça va être dans ta poule. Ils étaient contre une réserve. On avait dit en début de saison de notre côté dans notre partie édito que ça allait être dur contre les réserves. Vous étiez aussi contre celle de Guingamp. Ouais, il n'y a pas d'adversaire facile, ils ont beau être peut-être plus jeunes. On voit que ça va être difficile aussi contre ces équipes-là, quoi. Ouais, et les réserves, on sait très bien que c'est toujours compliqué à jouer. Après, on a une poule aussi assez complexe, donc tous les matchs vont être disputés. Là, c'est sûr que prendre un but à la 95e en étant revenu au score à la 92e, ça peut faire mal, mais c'est le foot et je pense qu'ils vont pouvoir se relever assez rapidement parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité à Alençon. Alors l'esthète que tu es va nous parler de ce but-là. Je guettais ta réaction. Il fait tout bien là, Elias Douafiro en vrai. Ouais, il est parfait de l'appel à l'enchaînement. Il est magnifique. On peut aussi dire que le ballon en profondeur est bien donné aussi. Mais c'est sûr que l'enchaînement prise de balle et le petit lob, il est magnifique. On va dire que c'est le but du week-end. On va enchaîner sur le pêle-mêle N3. Je me tourne vers toi Thomas pour nous parler du match de la réserve de Malherbe contre l'Inas Montlhéry. Oui, la réserve de Malherbe qui a du mal à décoller et à la 35e minute de jeu, ils prennent ce but de Sandy Nzunzi qui gère parfaitement son face-à-face. Ça fait un but à 0, pardon, et au retour des vestiaires, le break qui va être fait suite à ce penalty intelligemment obtenu, on a envie de dire. Ça semble léger, mais voilà, la roulette est passée et le penalty est obtenu et transformé. Donc 53e minute de jeu, le break qui est fait. On notera également que les Canets jouent à 10 depuis la 40e minute de jeu après l'expulsion de Ben Loussif. Donc on sait que c'est très difficile de tenir le match, mais ils vont quand même réduire le score avec cette frappe de Salim Diakité tout de suite après le penalty. On notera également que les Malherbistes ont touché la barre 2 fois avant la fin de cette rencontre, mais ils n'auront pas réussi à décrocher l'égalisation. C'est une deuxième défaite consécutive pour les jeunes joueurs de Malherbe. Et derrière, et la STDV, la Trouville-Deauville-Villers, pour être exact, qui commence très bien sa rencontre avec Malcolm Perriand qui ouvre le score d'une belle frappe
de l'entrée de la surface de réparation. C'est le premier but de ce club, puisque c'est un nouveau club, et qu'au premier match, ça avait fait 0-0. Mais joie de courte durée, puisqu'à la 16e minute du jeu, il y a l'égalisation. On l'a vu suite à ce coup franc très bien tiré dans la boîte. Peut-être une petite erreur de marquage, et en tout cas Antonin Guillochet qui ne peut rien faire. On a eu aussi une frayeur au retour des vestiaires avec cette frappe qui frôle le cadre. Et on va voir les hommes de Cédric O'Haraud qui vont continuer d'attaquer, de tenter. Et c'est sur coup de pied arrêté suite à un petit cafouillage là aussi que Léon Essongo qui vient donc reprendre ce ballon de manière un petit peu opportuniste, mais qui donne la victoire à la STDV. On revoit au ralenti une première déviation, une tête qui est repoussée par le gardien, et on est présent. On est présent dans cette surface de réparation. Il y aura une dernière frayeur, mais la défense qui tient bien avec cette frappe qui frôle le cadre. On n'est pas passé loin et on en restera là. Donc victoire de Buzyn, la première victoire pour l'AS TDV. Merci Thomas, et sans transition, on va se tourner tout de suite vers le dernier match. Draman, celui-là, il va te concerner, donc je vais te laisser m'accompagner sur les images. Un match qui s'est déroulé ce week-end du côté bien du Racing Club de France, que tu me présentais, ou que tu nous as présenté même sur Foot Normand comme l'un des favoris. Je te laisse nous parler un petit peu de ce match en t'appuyant sur les images. Oui, bah après un adversaire avec énormément de qualité. On a joué Chartres premier match, là on joue le Racing. Ça va c'est bon partout, latéral gauche, défenseurs centraux, 4-2-4 quasiment quand ils ont le ballon. Ce qui est dommage, c'est que là, on se fait prendre sur une petite erreur, on a la balle et c'est là qu'on concède le premier penalty. Ouais, penalty, Et- assez peu discutable. Il est touché quand même, mais derrière il est arrêté. Ça, c'est Steven Yabusele qui est dans ses œuvres. dans ses œuvres. Après, voilà, bon là on passe à travers sur le corner. C'est des petits détails qui me gênent un peu. C'est surtout offensivement où on a quand même montré des limites par rapport à notre adversaire qui vraiment, comme je le dis, voilà, c'est costaud, ça va vite à tous les postes, ça combine. Il y a des attaquants qui sont capables de gestes comme celui-là. Voilà, s'ils marquent ici, on dit rien. Et puis voilà, ils ont poussé. Hein, Je coupe tout de suite. C'était Marvin Emmanuel hein, sur le geste d'avant. Ouais, c'est ça, l'ancien Hébroïcien, L'ancien d'Evreux. l'ancien Chilien aussi, qui était à OSL à l'époque du National. Qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il va nous regarder, Marvin. C'est un aficionado du débrief. Je te laisse nous décrire l'image et la séquence qui fait basculer le match. On est quasiment à la fin. Oui, donc bah écoutez, l'intervention du défenseur. Pour moi, c'est fort de siffler à la 93e penalty comme ça. Alors, on a le zoom. En vrai, hein, c'est dur à analyser. C'est dur à analyser, mais on a. Ouais, après l'arbitre, voilà, je pense qu'il est bien placé. Il prend la décision. On a fait une intervention avec les arbitres il y a quelques temps, voilà. Mais ce qui est difficile, c'est que 93e, on est obligé de mettre un joueur dans les buts. On se retrouve Oui, parce à qu'il 10. t'exclut Steven Yabusele. Voilà. Après, il exclut le gardien pour contestation, 93e penalty, le gardien qui conteste. Puis là, voilà, tout le monde est monté. Évidemment, il n'y a plus de gardien. On est à la 95e et il y a le deuxième but du Racing. Donc, qui est anecdotique, mais voilà, parce qu'on a essayé de tout mettre sur le coup de pied arrêté. Voilà, c'est difficile parce qu'on fait un match tactiquement qui est bon. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions malgré qu'ils aient eu la possession du ballon tout le match. Et voilà, c'est frustrant parce que le point, on le tenait. Et puis, ça s'est joué à un événement. Ce que je disais tout à l'heure pour Granville. L'événement, il a été pour le Racing. Granville, ils ont eu leur penalty aussi. Ils ont concédé des occasions. Voilà, c'est malheureux pour nous, mais quelque part, ça doit nous dire on va jouer Malherbe la semaine prochaine. On est à domicile. On joue les deux premiers favoris. On joue entre guillemets, les favoris du championnat au départ. À nous de réagir à domicile la semaine prochaine. Et puis après, voilà, on sait que le championnat, de toute façon, sera compliqué. Mon équipe, elle a montré on va dire, un bon comportement, surtout au niveau mental, l'abnégation, quand on défend comme ça, ne pas rompre pendant plus de 90 minutes, c'est avec un penalty, avec vraiment, ils ont fait preuve de caractère, ça j'ai apprécié. Après, voilà, on a quelques limites offensives, mentales, manque peut-être un petit peu un moment de dépassement de fonction et de talent pour pouvoir aller leur mettre le petit but parce qu'on a eu les opportunités. Donc ça, je le regrette un peu, mais on peut pas tout avoir. Et puis,
Ça aurait pu aussi être difficile pour le Racing de perdre un match 1-0 quand ils ont autant dominé, autant été dans notre camp. Donc voilà, mais on est sur ce qu'on voulait faire. On est là, on lutte avec nos armes. Et puis on espère qu'on arrivera à redresser la barre dès la semaine prochaine. Ouais, on n'a pas trop de doute là-dessus. On revoit vite fait l'action qui amène le penalty. Bon, un petit peu dur à juger. Chacun peut se faire son opinion. On va vous garder encore 5 petites minutes, messieurs. On va lancer quelques thématiques cette saison sur Foot Normand dans le débrief, mon cher Thomas. On en a une cette semaine, je te laisse la présenter. C'est écrit tout en haut à droite, mais je te laisse la présenter. C'est ça, est-ce que parmi nos clubs normands en National 3, y a-t-il un club candidat à la montée, que ce soit dans le groupe D ou le groupe C? Ouais, À c'est vous, une question un messieurs. petit peu générale. Ouais, à vous, messieurs. Dorian, on sait que Vire, l'année dernière, est passé tout près. On sait que tu as connu la montée avec ce club. On sait aussi les ambitions qui sont les vôtres. Est-ce qu'on peut dire que Vire candidate à la montée? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que tu veux pas te jeter dans ces prédictions-là? Tu as quoi comme positionnement? Non, on est prudent. Alors forcément, avec le parcours de la saison dernière, les clubs, les coachs, les personnes vont nous positionner en tant que candidats. Nous, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on se prend pas la tête. On fait les choses petit à petit. Le plus important, c'est de prendre les points. Et si on est bien placé au mois de mars, on pourra se positionner. Là, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. On est à 2 journées. Il en reste 24 après. Dire, dire maintenant qu'on est candidat à la montée ou qu'une autre équipe est candidate, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Est-ce que vous avez Mais de l'impression manière générale, que... Je pose ma question, Thomas. Est-ce que vous avez l'impression que ouais, les Normands, les Normands ont peut-être un petit complexe d'infériorité quand ils sont contre des équipes bretonnes, contre des équipes de région parisienne ou des Corses. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est difficile avant une saison. Alors pourtant, l'année dernière, Dieppe fait quelque chose de génial. On a l'impression que c'est difficile de mettre un Normand, de le mettre sur un statut, un piédestal de favori, quoi. Draman, je sais pas ce que toi t'en penses. Oui et non, je pense que chaque région a ses particularités. La Manche aujourd'hui, c'est quand même un peu le fer de lance aussi en Normandie, avec Granville, avec Avranches, et puis Vire, voilà, ça joue, ça envoie du jeu, c'est plaisant à voir. Nous, de notre côté, voilà, je vais pas faire le guirou, je veux pas faire le coach qui se plaint. Il y a aussi une façon, il y a les moyens. Des fois, il y a des équipes, tu les vois avec des petits gilets, des GPS, avec des joueurs qui arrivent du monde professionnel, qui étaient pros, comme Chartres ou autres. Bah, après, c'est vrai que même si sur un match on peut lutter sur la durée, ça peut être compliqué, notamment pour nous qui avons perdu encore une fois. Nous, tous les ans, on est Rome de lancement, donc on perd aussi quasiment nos meilleurs joueurs. Donc, avec le petit Temperton qui est à Rouen, gardien, avec le petit Samora qui a déjà du temps de jeu en national avec QRM, avec d'autres joueurs aussi qui nous ont quittés pour diverses raisons. Mais voilà, on doit se renouveler. Nous, on doit essayer d'exister. Puis c'est une question aussi de dynamique. Je pense qu'une fois qu'on a une dynamique et qu'on est propulsé, bah, des fois on se dit, on essaie d'y aller. Et puis voilà, des fois c'est les dynamiques, elles sont inverses. Et dans ce cas-là, on se serre les dents et puis on essaie de se maintenir parce que voilà, il n'y a aucun match, nous, dans notre championnat, je vois aucun match qui semblerait, on va dire, assez simple à prendre. Parce que notre Alors je crois groupe, que il c'est est pareil très... de l'autre côté quand même. Je sais pas Oui, Dorian, bien et j'ai sûr, pas bien l'impression qu'il y sûr, ait de bien match sûr. facile. De l'autre côté, je vois, il y a les réserves pro qui sont... C'est des grosses réserves pro qui sont là-haut de tous les ans. Donc c'est aussi un autre type de championnat, peut-être plus axé sur le jeu, la possession, alors que nous, on a un défi athlétique incroyable. Donc voilà, chaque championnat a ses particularités. Les Normands, voilà, on a la chance d'y être. Philippe le disait l'année dernière, on renouvelle le bail en N3. De nos jours, la N3, c'est un championnat vraiment de qualité avec de très bons joueurs. Dorian on est l'exemple aujourd'hui, il arrive de N2. Donc déjà d'être là, c'est bien. Essayer d'exister, bah, c'est mieux. Et puis jouer les premiers rôles, ça peut être rêvé, mais on va essayer d'avoir les pieds sur terre et puis de travailler et puis d'être le plus compétitif possible.
Je crois que tu avais Et une question, Dorian, Thomas. ouais, Dorian, tu le disais tout à l'heure sur notre partie N2, c'est un championnat qui est aussi plus difficile. Est-ce que la marche, elle n'est pas trop haute pour les clubs de N3 normands? Parce que voilà, on l'a vu l'année dernière, Villers qui a fait l'ascenseur. Dieppe, là, début de saison un peu compliqué. Vire, quand vous êtes monté, vous avez aussi fait l'ascenseur. Est-ce que la marche N2, elle n'est pas un peu trop haute pour les clubs normands? Euh, pour les clubs normands, je sais pas, la marche elle est haute, ça c'est sûr. On joue des adversaires qui ont un vécu au niveau encore supérieur, en national, voire en Ligue 2. Donc forcément la marche elle est plus haute. Après, c'est une question de dynamique, c'est une question de, de, de savoir comment prendre les matchs, etc. C'est pas forcément le fait d'être normand ou pas normand, c'est le fait d'être dans la bonne poule. Nous, l'année dernière, quand j'étais en Corse, on avait une poule avec des clubs qui avaient des moyens qui sont surhumains pour des clubs qui sont N2. Le Fleury, Chambly, c'est des clubs qui ont un passif au niveau supérieur encore, donc forcément, c'est peut-être plus facile pour eux d'attirer certains joueurs, d'avoir des infrastructures, etc. C'est le nerf de la guerre, et ça sera quasiment ma dernière question, messieurs, parce qu'on va arriver au bout de l'émission. C'est le nerf de la guerre, d'après vous, quand même, trouver des partenaires, augmenter les budgets. C'est ça qu'il faut, finalement, Draman, inévitablement, quand même, de manière générale, c'est les moyens. J'aimerais te dire non. Le rêveur que je suis aimerait te dire que non. Il suffit, voilà, faut avoir, voilà, la team. Il y a des équipes qu'on a vues partir de N3 et arriver très haut, ou de R3 et monter, à l'image de Rouen qui avait des Benzia, des bassins en DH et qui aujourd'hui sont en national. Donc on a envie de se dire non, mais après, quelquefois, on est aussi rattrapé par la réalité. Mais on aimerait se dire non. Et il faut essayer de tout faire pour que ce soit pas qu'une question de moyens, et surtout une question de foot, de dynamique, de travail, pour y arriver, quoi. Merci, messieurs, pour ce petit débat. Tu avais quelque chose à ajouter, Thomas? Non, je pense que c'est bon, on est arrivé Non, au on a bout. fait De le tour. toute façon, hein, on va, pour savoir un petit peu ce qui va se passer si on a des Normands qui jouent la montée, bah, il va simplement falloir suivre le débrief semaine après semaine. On va regarder ensemble le bilan de cette journée dans le groupe C, la défaite frustrante d'Alençon, la victoire de l'AF Virois, à surveiller aussi le 5-0 de Vannes qui s'impose comme la deuxième force du groupe. Désormais, le Vannes OC de Sylvain Didot, l'ancien entraîneur de l'US Grandville, qui talonne l'AF Virois, et je le dévoile d'ores et déjà. La semaine prochaine, on aura le droit à un joli Vannes contre Vire. Ça peut déjà être décisif, peut-être, Dorian. Non, je vais le répéter encore une fois, mais rien n'est décisif. On sera à 3 journées la semaine prochaine, donc il en restera Alors je encore dis énormément. décisif pour les têtes et pour savoir ce que vous allez jouer, quoi. Ça va être un révélateur, quoi. Oui, mais même si on est amené à perdre ou faire un nul ou gagner, le championnat ne se jouera pas la semaine prochaine. Il restera encore énormément de temps, et énormément de matchs et de points à prendre. C'est sûr, ça serait bien de continuer à gagner pour poursuivre la série, mais rien ne sera joué la semaine prochaine. Alençon qui aura fort à faire à domicile, à l'extérieur pardon, contre le Stade Rennais. Donc vous serez du côté de Vannes dans le groupe D. Le CMS Wassel qui s'incline donc contre le Racing Club de France 2-0 tardivement. Première victoire historique du Havre Cocrioville contre Saint-Ouen-l'Aumône et de la Estroville Deauville. On l'a pas dit, qui dans les dernières minutes est venu venger le SU Div Cabourg qui avait subi l'inverse la semaine dernière. Donc la Côte Fleurie s'est vengée le SU Div Cabourg qui était privé de match ce week-end. On l'a dit en début d'émission. Le leader du championnat, un ancien pensionnaire de N2, Aubervilliers. Ça fait plaisir quand même de voir dans cette première partie du tableau l'équipe de Cédric Poirot, la STDV, et le Havre Cocrioville qui, ma foi, a démarré ce championnat avec de l'ambition dans le jeu en y allant offensivement. Ils sont déjà à, si je ne dis pas de bêtises, 5 buts marqués en 2 journées. Dans la zone rouge, c'est encore anecdotique, la réserve de Malherbe, le SU Div Cabourg, Saint-Ouen-l'Aumône. Vous êtes là aussi, Draman, avec un petit point en 2 journées, mais on savait que c'était copieux. Par contre, j'imagine, alors, encore une fois, peut-être que tout à l'heure, le mot était mal choisi avec Dorian sur le terme décisif. C'est pas décisif, là, le match contre Malherbe, la réserve, mais je pense que ça va être important de gagner. Ouais, ça va être important de faire une bonne prestation, gagner si possible.
Div Cabourg qui sera du côté de l'SA Linas Montlhéry qui devra attendre avant de jouer sa première à Heurtemat et il y aura un autre derby. C'est les équipes qui ont réussi cette semaine. On aura hâte de le voir entre l'AS Trouville-Deauville-Villers et Le Havre Cocrioville. Voilà, messieurs, on arrive au bout de cette émission. Pour un épisode 2, c'était riche. Merci à vous deux, Draman et Dorian. Un plaisir de vous avoir eu, d'avoir échangé avec vous. On va vous souhaiter respectivement une bonne suite de saison. Précisons que vous n'allez pas vous croiser, vous n'êtes pas dans le même groupe. Alors peut-être en Coupe de France, mais en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur, que ce soit avec le CMS, Wassel ou avec Life Virois. Merci messieurs. Merci beaucoup. Thomas, on sera au rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. Il y aura encore beaucoup de football, des derbies, ça y est, ça commence dans le groupe D. Merci à toi Thomas d'avoir été présent et je le répète, allez, on va se la refaire pour la forme. N'oubliez pas de vous inscrire, de suivre la page Foot Normand, de vous abonner, d'activer la cloche, évidemment de nous lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait pas de mal pour le référencement. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Le débrief continue, ce sera la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine à tous.